Bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous allons démarrer légèrement en retard, je vous prie de nous en excuser. Le séminaire Aventure des inventions qui touche à sa fin. En tout cas, nous démarrons ce soir la dernière phase du cycle avec la thématique de la communication, et nous aurons donc balayé l'ensemble des thématiques qui correspondent peu ou prou à l'organisation du Musée des Arts et Métiers depuis la première conférence de septembre. Donc moi je suis Gilles Garel et je coordonne avec Pascal Heurtel, qui est l'adjointe au CNAM de l'administratrice générale en charge du patrimoine, de l'information et de la culture scientifique et technique, ce séminaire. Et ce soir on a la chance d'accueillir Valérie Peugeot, alors qui a un CV tout à fait conséquent. On signalera qu'elle a été très investie, notamment dans le milieu associatif, pour promouvoir la question des communs, dont il va être question ce soir, et qu'elle est aujourd'hui professeure affiliée à Sciences Po, et en particulier exerce la responsabilité de directrice pédagogique de l'Executive Master Digital Humanities, et elle a longtemps été chercheuse, c'est à cette époque que je l'ai rencontrée d'ailleurs, en sciences sociales du numérique, chez Orange, puisqu'il y a des grandes entreprises qui font travailler des chercheurs, bien sûr. Alors, le thème de ce soir, ce sont les communs comme antidote à l'industrialisation des communications numériques. Et l'idée du séminaire, la récurrence du séminaire, c'est de partir d'un objet des collections du Musée des Arts et Métiers. Là, ce sera le métier jacquard. On aurait pu démarrer avec un objet qui a déjà été sollicité par d'autres intervenants, puisqu'il y avait déjà un rouleau perforé sur le métier de Jacques Vaucanson au milieu du XVIIIe. En tout cas, au début du XIXe, on a la première diffusion des métiers à tisser mécaniques avec des cartes perforées qui permettent de répéter des programmes. Et ça va évidemment avoir beaucoup plus tard des conséquences dans le monde numérique, dans le monde analogique, avec l'algorithmie et l'informatique, ce que va nous raconter Valérie. Le mouvement des communs, qui est un mot que certainement beaucoup d'entre vous connaissent ici, qui va aussi évidemment être repris très en détail par Valérie, a l'avantage finalement de réunir, en tout cas de réunir les deux facettes de la technologie et du social. Moi, au CNAM, je suis titulaire de la chaire de gestion de l'innovation, et je ne sais pas si Valérie va en parler, mais dans mes cours, à un moment, on parle de la lettre aux hobbyistes de Bill Gates. En 1976, Bill Gates, qui est un jeune entrepreneur, qui a créé il y a peu de temps avant une entreprise qui s'appelle Microsoft, explique aux communautés de développeurs informatiques de la côte Est, qu'ils sont de la côte ouest, qu'on peut faire du business avec les langages informatiques. Et on voit se percuter deux logiques, une logique marchande et une logique des communs. Une logique qui traverse le monde de l'informatique depuis le début, du partage de l'informatique lui-même, c'est-à-dire du logiciel, des hardware, des supports documentaires, pour produire librement des connaissances qui vont circuler, qui vont être partagées dans des communautés qui partagent ces principes. Et à un moment où l'IA se développe à grande vitesse, la question des communs, elle est centrale, et c'est une grande chance pour nous d'avoir une experte de ces problématiques dans le séminaire, qui se poursuivra par de la radio et de la télévision la semaine prochaine et la semaine d'encore après. Merci Valérie, tu as la parole, et vous l'aurez pour la seconde partie du séminaire au moment des échanges. Merci. Merci beaucoup Gilles, merci au CNAM de m'accueillir, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir pour ce cycle L'aventure des inventions, un très très beau titre. Alors ce soir effectivement, comme Gilles l'a dit, je vais vous parler des communs, avec une double posture de ma part. C'est vrai que je suis chercheuse et qu'en tant que chercheuse, j'essaye de tenir toujours mes objets de recherche à une certaine distance. Et en même temps, j'ai été, on va dire, une activiste des communs. Donc, vous verrez que par moments, je m'emporte et je glisse d'un registre de chercheuse à un registre plus engagé. Et je pense que vous saurez distinguer les deux niveaux de langage au fur et à mesure de mon exposé. En tout cas, c'est vrai que le point de départ de cet exposé, c'est de voir comment les communs
peuvent nous aider dans un monde qu'on pourrait qualifier de capitalisme informationnel radical, hein, où il y a une énorme concentration d'acteurs. On parle aujourd'hui des GAFAM, Google, Amazon, Meta et consorts et leurs homologues chinois. Dans un monde de l'hyperconcentration du numérique, comment les communs peuvent nous aider à changer un peu de lunettes et à penser différemment, voire à faire contrepoids à ce monde des big tech, comme on l'appelle. Alors, je vais parler, finalement, on parle de communication, mais aujourd'hui, communication, information, informatique, tout ça est totalement imbriqué. Donc, je vais parler plutôt de numérique en général, même si les communications sont au cœur de mon exposé. Comme Gilles l'a indiqué, et comme c'est le jeu ici dans le cadre de ce séminaire, il me fallait en tant qu'intervenante choisir un objet. J'ai effectivement choisi c'est le métier à tisser à carte perforée Jacquard, donc qui est une invention qui date de 1801. Joseph-Marie Jacquard, qui était un inventeur lyonnais, et qui a pour la première fois pensé un système mécanique programmable avec des cartes perforées. Alors, je vais, partant de ce métier à tisser, et utiliser la métaphore du métier à tisser pour tirer différents fils au cours de ma présentation. Et essayer de voir comment cet héritage du métier à tisser Jacquard nous inspire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut nous inspirer, qu'est-ce qu'on peut en tirer, quels sont les fils que nous pouvons en tirer. Et je vous propose de tirer 3 fils différents. Le premier fil, c'est le fil de ce que j'ai appelé la narration heureuse. Le fait que, effectivement, comme Gilles l'a évoqué très, très succinctement, le métier Jacquard a été une source d'inspiration pour les premiers penseurs, les premiers concepteurs de ce qu'allait devenir l'informatique. Alors, je vois que c'est coupé, c'est formidable. Donc, effectivement, deux personnes qui ont marqué l'histoire de l'informatique et de l'algorithmie en général, et qui se sont, le premier c'est Charles Babbage, donc ce sont 2 personnes anglaises, Charles Babbage qui a été le premier à énoncer le principe d'un ordinateur et à s'inspirer, non seulement s'inspirer, mais à incorporer les cartes du métier Jacquard pour penser une machine à calculer qui permettrait d'imprimer les tables mathématiques. Ce qu'il a appelé la machine analytique. Et il va passer l'essentiel de sa vie à travailler sur ce projet de machine qui pose les prémices de ce que deviendra plus tard un ordinateur. Alors, il ira jusqu'au prototype, il ne réussira pas à produire cette machine analytique, mais en tout cas, il en a fait la démonstration sous forme d'un prototype, et surtout, il a été parfaitement visionnaire en imaginant, à partir de ce métier à tisser, ce que pouvait devenir l'informatique. La deuxième personne qui a joué un rôle absolument structurant dans cette histoire, qui est souvent passé sous silence, on a tendance à l'oublier. En faisant les recherches pour préparer cette intervention, je me suis aperçue qu'elle disparaissait assez souvent. C'est Ada Lovelace. Ada Lovelace, donc, qui était aussi une femme d'exception, qui était au passage la fille unique de Lord Byron, du poète, mais elle n'a jamais connu son père puisqu'il a quitté sa mère et sa fille et la fille quand celle-ci avait 1 an. Mais cette femme, Ada Lovelace, était éduquée par sa mère, qui était elle-même une mathématicienne. Et Ada Lovelace va se passionner pour les mathématiques et va surtout devenir une élève, ou en tout cas travailler aux côtés de Babbage. Et elle va pousser la réflexion beaucoup plus loin. Et elle va concevoir ce qui deviendra le premier programme informatique. Elle va penser le début de l'algorithmie. On en a vraiment les traces, c'est très documenté tout ça, on en a les traces dans ses travaux. Et elle était, elle aussi, une formidable visionnaire, puisque je vais vous citer un tout petit extrait de ses carnets. Elle a imaginé à l'époque, elle écrit qu'un jour la machine pourrait composer de manière scientifique et élaborée des morceaux de musique de n'importe quelle longueur ou degré de complexité. Ça vous évoquera peut-être une forte actualité. Évidemment, je vous penserai tous comme avec moi à l'IA.
à l'intelligence artificielle. Donc vous voyez une femme qui a joué un rôle absolument structurant. Cette narration heureuse, je l'appelle heureuse parce qu'on peut la voir comme une étape dans une longue chaîne de l'innovation, dans une vision assez positiviste, comme elle a dominé au 19e et au 20e siècle, à savoir que chaque innovation, les unes se succédant les unes après les autres, participe, on va dire, au bonheur de l'humanité, pour faire simple, en tout cas participe de l'amélioration de nos conditions sociales. Alors n'essayez pas de lire la chaîne temporelle qui s'affiche ici, c'était simplement pour vous montrer, j'ai entouré en rouge le métier Jacquard. Le premier cercle, c'est le métier Jacquard. Le deuxième cercle, c'est Babbage. Ada Lovelace a disparu. La photo que vous voyez à droite du second cercle, c'est les cartes perforées de Babbage. Et ensuite, il va falloir attendre assez longtemps. Il va falloir attendre 1928 voilà, c'est ça, 1928 pour voir apparaître la première carte perforée d'IBM, qui sera là aussi l'héritière de Babbage, mais vous voyez, il s'est écoulé pas mal de temps. Puis les années 60 pour avoir à nouveau l'héritage de la génération suivante des cartes perforées IBM. Au fur et à mesure, ce qui est important à retenir dans cette chaîne temporelle qui malheureusement s'arrête en 2000, il lui manque 24 ans de vie, mais on pourrait s'amuser à la prolonger. Ce qui est intéressant dans cette chaîne temporelle, c'est qu'on voit progressivement comment les humains délèguent de plus en plus à la machine toute une série de fonctionnalités c'est notamment je ne vais pas revenir là-dessus, mais cette délégation va aller vers de plus en plus d'autonomie de la machine, et c'est ça la tendance globale de cette chaîne du temps de l'invention depuis la machine de Jacquard jusqu'à l'IA aujourd'hui qui manque sur cette image, mais qu'on peut imaginer. Voilà pour une première vision positive voire positiviste de l'héritage du métier Jacquard, du fil que l'on peut tirer du métier Jacquard. La deuxième narration, là, elle est un peu plus, je l'ai appelée la narration malheureuse. C'est une autre lecture de cet héritage. Vous savez qu'au moment où vous ne savez peut-être pas, qu'au moment où les métiers Jacquard ont été introduits dans les ateliers de tisserands, notamment à Lyon, puisque Jacquard était un Lyonnais, cela a suscité une révolte, la révolte des canuts lyonnais, donc les artisans tisserands lyonnais, qui se sont insurgés contre l'arrivée de ces machines, avec des révoltes qui, y compris, ont eu des fins assez violentes. Vous le voyez sur cette illustration à gauche de l'écran, c'est-à-dire que ça s'est quand même fini dans des bains de sang, dans des affrontements assez violents, l'armée écrasant la révolte des canuts. La raison de cette révolte, c'est que, entre autres, il y avait une fonction dans le métier à tisser qui consistait à actionner les cordes qui dégagent les fils permettant de passer la trame. Et cette fonction-là, elle était remplie la plus souvent par des enfants ou par des femmes. Et donc le métier à Jacquard faisait disparaître ce rôle-là, et donc détruisait l'emploi de ces femmes et de ces enfants. Le paradoxe de l'affaire, c'est que Jacquard était quelqu'un qui avait quand même une certaine sensibilité sociale, et il avait pour objectif d'arrêter le travail des enfants. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les enfants ont arrêté de travailler sur les métiers à tisser Jacquard, mais ils ont été travaillés dans des conditions bien plus terribles dans des usines. Et Jacquard s'en est un peu voulu toute sa vie, parce que finalement, le résultat de cette affaire, du point de vue social, a été exactement l'inverse de ce qu'il espérait obtenir. Ce mouvement des canuts, il n'était pas propre à la France, il s'est répandu au fur et à mesure que se répandaient les métiers à tisser Jacquard, qui ont eu un très grand succès. En l'espace d'une dizaine d'années, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de métiers Jacquard qui ont pénétré le tissu français. Et leurs homologues, leurs équivalents, notamment, se sont diffusés en Angleterre, où là, un mouvement, ce n'était pas les canuts, c'est ce qu'on appelle le mouvement des Luddites, qui se sont insurgés contre l'arrivée de ces machines. Vous avez certainement entendu parler des Luddites, puisque c'est un terme qu'on reprend régulièrement quand on veut notamment stigmatiser des personnes qui voudraient résister à tel ou tel type de technologie. Alors Luddite venant du nom
Ned Ludd, dont on pense qu'il n'a jamais existé, mais c'est plutôt un personnage mythique qui a servi d'identité collective à tous ces ouvriers qui étaient chassés de leur activité par l'arrivée de ces métiers à tisser. Cette narration malheureuse, on peut l'inscrire elle aussi dans une longue histoire, une lecture de la technologie qui se construirait contre le social, qui se construirait contre les humains. C'est une autre narration. Les trois images de gauche que vous voyez à l'écran, c'est la suite du métier Jacquard, avec l'irruption des machines-outils avec l'industrialisation, qui ensuite vont être remplacées par des machines, ces machines-outils sont remplacées par la robotique, et aujourd'hui, bien sûr, l'IA, et notamment plus particulièrement l'IA générative, dont vous savez qu'aujourd'hui, de nombreuses professions s'inquiètent de son irruption, ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, puisque régulièrement on nous promet des destructions d'emplois massives. Alors là, j'ai pris l'exemple du monde artistique avec une œuvre d'art générée par IA, mais des tas de professions s'en inquiètent, dans la banque, dans l'assurance, le secrétariat, les programmeurs informatiques, etc., qui, on pourrait considérer, sont les héritiers finalement de cette histoire des canuts et des ludites à l'heure actuelle. Mais il n'y a pas que l'informatique. Si on prend les communications, pour revenir à notre fil initial, rappelez-vous que quand le téléphone est arrivé, d'abord quand le téléphone a été créé, c'était pour retransmettre de l'opéra par téléphone. Donc vous voyez, l'objectif n'était pas la communication, mais très vite l'objet a trouvé la finalité qui est la sienne aujourd'hui. Mais surtout, dès l'éruption du téléphone, certains se sont inquiétés en disant que les gens allaient arrêter de se rendre visite et ne se parleraient plus qu'au téléphone. On sait très bien ce qu'il en est advenu, c'est-à-dire très exactement l'inverse. Et la même histoire s'est répétée avec les réseaux sociaux et plus récemment, plus près de nous, même questionnement post-Covid, où on a vu le télétravail se multiplier, la visioconférence envahir les univers professionnels, avec la même crainte d'une forme de déshumanisation, cette fois-ci non plus des interactions interpersonnelles, mais des interactions professionnelles, le monde du travail étant aussi un monde de sociabilité. Donc vous voyez le même héritage que l'on retrouve dans l'actualité très récente, que ce soit avec l'IA ou que ce soit avec les visioconférences et le télétravail. Mais moi, ce que je veux vous proposer, c'est une troisième narration en chaussant les lunettes des communs, une narration qui nous permettrait de sortir de cette dichotomie entre la technologie heureuse, émancipatrice, source de progrès d'un côté, et la technologie destructrice du social de l'autre. Et donc d'aller avec les communs à la recherche d'une imbrication entre l'innovation technologique et l'innovation sociale. Je reviendrai sur ces termes tout à l'heure. Et pour paraphraser Karl Polanyi, avec l'objectif de réencastrer l'invention, la connaissance dans le social. Donc de les réunir plutôt que de les désunir ou de les opposer. Avant d'en arriver à l'exploration de ces horizons-là, je vais évidemment prendre le temps de vous présenter ce que sont les communs, parce que même si c'est un terme qui a connu une certaine félicité depuis une vingtaine d'années, pour autant, nombre de personnes n'en sont pas nécessairement familières. Et comme tous les termes qui rencontrent un certain succès, il fait aussi parfois l'objet d'une réutilisation un peu décalée par rapport à ce dont il est porteur. Parfois, ce qu'on appelle du commons washing, c'est-à-dire de la récupération avec une forme d'aseptisation du terme de commun. Donc, je vous propose de prendre un temps pour présenter ce terme. Le commun, ce sont trois dimensions. Alors là, vous ne voyez pas très bien sur le slide, mais on va faire avec. Trois dimensions qui sont indissociables. Et j'insiste vraiment sur ce point. C'est d'abord une ressource qui va être partagée, c'est-à-dire qu'elle va échapper au régime de propriété classique. Elle va être partagée au sein d'un collectif d'acteurs avec une série de droits d'usage différents qui vont aller à ce collectif d'acteurs. Je vais rendre ça plus concret avec cet exemple que vous voyez à gauche, donc une ressource matérielle. Ici, c'est un système d'irrigation
C'est le système qui est utilisé par un peuple inca qui s'appelle le Waru Waru au Pérou, qui est tout près du lac Titicaca, qu'on appelle aussi un système qui s'appelle Camelón en espagnol. Et c'est un système qui est géré en commun, qui est géré par l'ensemble des habitants de la région pour irriguer leurs champs. Donc personne n'est propriétaire de ce système d'irrigation, mais la communauté en a la responsabilité, la gestion et décide de l'allocation de la ressource eau aux différents paysans, agriculteurs qui se trouvent autour de cet espace. En plus, ça produit du land art, on va dire. En plus, le résultat est assez beau esthétiquement, mais c'est ce qui est pour eux aussi une dimension spirituelle. Pour ce peuple, il y a une dimension spirituelle, mais c'est pas notre objet aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans ce système de commun, c'est que c'est un système particulièrement robuste. Il a été inventé il y a 8000 ans et vous voyez qu'il perdure aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'il est aussi robuste? Parce que en fait, ce système permet de gérer les fluctuations climatiques extrêmes de la région. Donc voilà un exemple de commun naturel, de commun agricole, mais il y en a d'autres qui ne sont pas forcément agricoles. Ça peut être un lavoir, un moulin à vent, que sais-je encore, un four à pain, etc. À côté de ces ressources matérielles partagées, on a aussi des ressources immatérielles. Donc ces ressources immatérielles, l'exemple que vous voyez en haut à droite, ce sont, j'ai voulu illustrer ici, les chansons qui ont été inventées, on peut les dire, créées par les esclaves américains pendant la période de l'esclavage. Donc toutes ces chansons blues, gospel, etc., héritées de la période de l'esclavage, qui n'ont jamais été soumises à droit d'auteur, qui échappent complètement au régime de la propriété intellectuelle classique des œuvres d'art, et que tout le monde peut chanter, utiliser, déformer, réinventer, transformer. Voilà, c'est une ressource immatérielle partagée. Plus près de nous dans l'actualité, les lignes de code qui sont rédigées dans un logiciel libre, ce sont aussi des ressources immatérielles, ces lignes de code, qui n'appartiennent à personne et qui peuvent être réutilisées par d'autres programmeurs, par d'autres développeurs pour créer de nouveaux logiciels ou pour améliorer un logiciel existant. Donc ressources matérielles, première dimension. Deuxième dimension, la communauté. La communauté qui va avoir la responsabilité de gérer ces ressources partagées. Cette communauté, elle peut être toute petite, une communauté locale, par exemple les habitants d'un habitat partagé, dans la manière dont ils vont gérer dans l'habitat partagé tous les espaces partagés, ou les habitants d'un quartier qui gèrent un jardin partagé, donc là on est vraiment dans l'hyper local avec une poignée de personnes, hein. Ou ça peut être au contraire une communauté très très large, une communauté déterritorialisée, non plus locale. Je reprends l'exemple des logiciels libres, vous avez des communautés extrêmement larges à travers le monde qui gèrent des logiciels. Linux, qui est le plus connu, hein, le système d'exploitation Linux, on considère qu'en 2020, on considérait qu'il y avait 21 000 personnes à travers le monde qui avaient contribué d'une manière ou d'une autre à son développement, à son débugage, à sa correction, à son amélioration, etc. Donc vous voyez, là, on est 21 000, on est vraiment sur une taille qui est sans commune mesure avec les communs locaux que j'évoquais précédemment. Ce qui est très important, c'est de comprendre que s'il n'y a pas cette communauté, il n'y a pas de commun, en fait, parce que c'est elle qui va gérer le commun, qui va le faire fructifier, le cas échéant, hein, dans le cas d'un logiciel, le développer, l'améliorer, c'est le faire fructifier. Et voilà, on appelle en anglais c'est les membres de la communauté des commoners. En français, on n'a pas trouvé de terme équivalent, donc j'ai tendance à employer le terme anglais par manque d'inspiration française. Et la troisième dimension, ce sont les règles de gouvernance dont ces commoners, dont ces communautés vont se doter pour protéger la ressource
en question. Pourquoi la protéger ? Eh bien, comme toute ressource, elle peut faire l'objet de prédation, d'abus. Vous pouvez avoir des membres de la communauté qui l'utilisent au-delà du droit d'usage qui leur a été attribué. Vous pouvez avoir des personnes extérieures à la communauté, ce qu'on appelle des freeriders, des passagers clandestins qui veulent bénéficier d'une ressource alors qu'ils ne sont pas membres de la communauté. Donc, il faut fixer des règles pour protéger cette ressource. Alors, ce que vous ne voyez pas sur cette image, non, on reste là, pardon, vous ne voyez pas parce que c'est caché par l'image. Le premier texte dont l'histoire porte, qui dans l'histoire porte la trace de cette protection des communs, c'est la Charte des forêts qui a été élaborée en 1217 et qui est en quelque sorte la prolongation, l'annexe de la Grande Charte, la Magna Carta. Donc, si vous vous souvenez pas, tout le monde n'a pas ça clairement en mémoire, mais la Magna Carta, c'est ce texte qui a fixé les relations entre le roi en Angleterre et ses barons, de manière à lui mettre une sorte de contre-pouvoir, et c'est un peu les ferments de la démocratie en common law. Mais la Charte des forêts, elle, va un peu plus loin, puisqu'elle va chercher à protéger les paysans, et notamment les paysans les plus pauvres, qui avaient historiquement le droit d'utiliser, d'aller dans les forêts dont le foncier appartenait soit au roi, soit aux nobles, et ils avaient le droit d'aller dans ces forêts pour glaner, pour amener leurs bêtes, pour ramasser du bois, etc., etc. Il y a eu un moment où il y a eu des abus de la part des nobles qui ont voulu se confisquer, se réserver l'intégralité de l'usage de ces terres, et donc ce texte, la Charte des forêts, entérine, inscrit dans le droit en dur, les droits des paysans les plus pauvres sur ces terres, et donc entérine ce partage des droits d'usage entre les nobles et les paysans. Plus près de nous, on a, pour revenir dans le monde du numérique, les licences Creative Commons, j'imagine. Est-ce que tout le monde est familier des licences Creative Commons ou est-ce qu'il faut que j'explique ? Levez la main parce que c'est pas la peine que je passe du temps. J'explique en deux mots. Donc, les licences Creative Commons, ce sont des licences qui vous permettent de partager une œuvre de l'esprit. Vous avez créé une vidéo, vous avez créé une photo, un texte, peu importe, et vous voulez la diffuser sur le web, mais vous voulez la diffuser et qu'elle échappe aux droits d'auteur, qu'elle échappe au régime de propriété intellectuelle pour qu'elle puisse circuler librement. À ce moment-là, vous choisissez une licence Creative Commons qui va être plus ou moins permissive. Il y a toute une série de licences, vous les voyez sur ce schéma, je n'ai pas le temps de les détailler. Vous pouvez simplement, par exemple, la licence la plus permissive, elle consiste à dire « je veux bien que vous réutilisiez ma photo, juste je vous demande de citer mon nom comme étant l'auteur de cette photo ». Ou alors vous pouvez spécifier, dire « je veux bien que vous réutilisiez ma photo, mais uniquement pour des usages non commerciaux ». Etc., etc. Donc ça, c'est typiquement un document, ces documents qui ont une traduction aussi en code, en code informatique, c'est un document qui entérine un partage de droits d'usage, donc qui permet une circulation des œuvres de l'esprit. Voilà pour les trois grandes dimensions qui constituent les communs, une ressource partagée, une communauté, une gouvernance. Avant d'aller plus loin, je vais juste lever quelques ambiguïtés parce que le terme de commun, qui est la traduction de commons, a une racine sémantique très proche d'autres termes qui ont tendance à créer des tas de confusions. Alors, d'abord, en fait, on peut employer indifféremment bien commun et commun. Au début, on avait tendance à parler des biens communs, puis peu à peu, on a fait disparaître le terme bien pour parler des communs tout court. Pourquoi ? D'abord parce que il y a une inspiration anglophone là-dessus. Dans les pays anglo-saxons, on parle de commons tout court. Mais surtout, plus important, c'était pour mettre l'accent, pour déplacer le regard, si je puis dire, de la ressource des biens pour aller vers la dynamique sociale. Pour montrer que parce que si on parle des biens communs, on a tendance à se focaliser sur la ressource, sur le bien, et pas tant sur la dynamique sociale que j'évoquais à l'instant, sur le collectif qui porte la ressource. Donc, équivalence entre bien commun et commun, même si moi j'ai une préférence pour les communs. Deuxièmement, les communs, ce ne sont pas le bien commun. Alors, le bien commun, c'est plutôt l'intérêt général, pour donner une équivalence assez simple. Et les communs peuvent poursuivre un intérêt qui va être l'intérêt d'une communauté, mais qui n'est pas forcément l'intérêt général au sens l'intérêt de la nation ou l'intérêt de la planète ou que sais-je. Donc il faut bien comprendre que le bien commun et les communs, ce ne sont pas des synonymes, même si parfois les communs peuvent participer au bien commun.
Vous m'arrêtez quand ce que je dis n'est pas clair. Hein. Surtout, je vous en prie, on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à lever la main, à m'interrompre, à poser des questions, j'en serais ravie. Les communs, ce ne sont pas non plus nécessairement des biens publics. Alors, les biens publics, c'est une notion assez compliquée parce qu'elle a deux sens, un sens juridique et un sens en économie qui ne coïncident pas nécessairement. En droit, les biens publics, ce sont des biens qui sont gérés par une entité publique. Voilà, donc les forêts domaniales, que sais-je encore. En économie, ce qu'on appelle un bien public, c'est un bien qui a une certaine spécificité, c'est-à-dire ce qu'on appelle un bien non rival, non exclusif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un bien non rival, non exclusif ? Un bien non exclusif, c'est quand je ne peux pas empêcher quelqu'un d'utiliser cette ressource. Et un bien non rival, c'est quand, si une autre personne utilise cette ressource, je ne me prive pas de la ressource. Alors, pour vous traduire ça de façon très concrète, si vous me demandez l'heure qu'il est, je vous donne l'heure, je continue de bénéficier de cette information. Ce n'est pas parce que j'ai partagé l'information sur l'heure qu'il est que je m'en suis privée. Donc c'est un bien non rival. Voilà, pour illustrer ça de façon très concrète. Donc les communs peuvent être des biens publics au sens de l'économie, pas au sens du droit, parce que un bien public qui appartient à un acteur public, en réalité, on est dans un régime de propriété. Simplement, au lieu d'être dans un régime de propriété privée, on est dans un régime de propriété publique. Mais on reste dans un régime de propriété. Alors que dans les communs, comme je vous l'ai expliqué, on sort du régime de propriété. Un bien commun peut être, et c'est le cas notamment pour les biens communs informationnels, les biens communs numériques, très souvent ce sont des biens non rivaux et des ressources non rivales, non exclusives, mais pas toujours, on pourra y revenir tout à l'heure. Enfin, dernière levée d'ambiguïté, alors oui, pardon, non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Les slides étant disposés différemment, je me perds un petit peu. Les biens communs, en théorie, ce n'est ni le domaine public, ni ce qu'on appelle l'open data ou données ouvertes. Est-ce que tout le monde est familier de l'open data et des données ouvertes ici dans la salle ? Oui ? Non ? N'hésitez pas à dire quand c'est pas clair, parce que je veux pas vous faire perdre votre temps en ressassant des choses que vous connaissez déjà, mais en même temps, si vous ne comprenez pas, tout le monde sait ce que c'est que l'open data ? Ok, bon, super, je vois une tête bouger, donc comme les autres ne bougent pas, on va considérer que vous avez opiné pour l'ensemble de la salle. Le domaine public et l'open data, ce ne sont pas vraiment des communs au sens où il n'y a pas vraiment de communauté. Une fois qu'une œuvre de l'esprit est montée dans le domaine public, tout le monde peut s'en servir, mais il n'y a plus vraiment de communauté qui la gère. Donc vous voyez, par rapport à mes 3 dimensions, il manque une dimension. Il manque la dimension communauté. Pour autant, on a tendance à considérer que les communs, le domaine public, l'open data, tout ça fait partie d'un continuum parce qu'ils participent du même horizon politique et philosophique, participent à diffuser la connaissance, à partager la connaissance, d'où une assimilation. Dernier point, les communs, ce n'est pas le communisme, ça se voit à peine, mais non, ce n'est pas le communisme malgré la racine commune. Pourquoi ce n'est pas le communisme ? Parce qu'en régime dit communiste ou en régime d'économie administrée, eh bien, les biens sont propriété publique. En fait, on est dans un régime de pure propriété, mais de propriété monopolistique de l'État. Donc on est vraiment, vous voyez, on est dans un régime propriétaire, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec les communs. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle des communs de plus en plus ? Pourquoi parle-t-on du retour des communs depuis une vingtaine d'années ? Je vais prendre le temps de vous faire un petit détour par l'histoire des communs rapide, parce que je vois que le temps passe. On a démarré à 10, c'est ça ? On a démarré à 10, ok. Déjà, je voudrais revenir sur le passé. En fait, les communs ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité et ça a été un modèle extrêmement répandu jusqu'au XVIIIe siècle. J'ai inscrit là l'exemple. Au Japon, on avait à peu près un tiers des terres arables qui étaient gérées par un système de communs. Donc vous voyez, c'est pas marginal dans l'histoire relativement récente de l'humanité. Et aujourd'hui, quand vous vous promenez en France, vous verrez régulièrement des réminiscences de ces communs, des fours à pain, des lavoirs qui étaient gérés
comme qui étaient gérés sous un régime de commun. Intéressez-vous, souvent dans les petits villages, on a des petites pancartes à côté des lavoirs, à côté des anciens systèmes d'irrigation, etc., qui racontent ça. Alors, ils n'emploient pas toujours le terme de commun, mais ils décrivent un système de fonctionnement communautaire. Les villageois, personne n'était propriétaire du lavoir. Personne n'était propriétaire du lavoir, c'était vraiment tous les habitants qui le géraient, et les femmes qui allaient au lavoir, puisque c'était les femmes à l'époque, qui s'auto-organisaient sur l'usage du lavoir à tour de rôle, en dehors d'un régime de propriété. Et donc, comme je l'ai déjà expliqué, très souvent on était sur des régimes mixtes d'hybridation, c'est-à-dire que le foncier appartenait à la noblesse et les usages revenaient aux paysans, aux habitants. Ça, c'est la période historique. Pourquoi est-ce que cette période historique s'est arrêtée au XVIIIe puis XIXe siècle? Deux séries de raisons. La première, elle est vraiment à chercher du côté de l'idéologie, du côté des idées. Ça, je trouve que c'est très important dans la période actuelle de mesurer la force des idées. Voilà, d'avoir conscience à quel point les idées peuvent impacter notre manière de faire société. Et là, XVIIIe siècle, irruption autour d'un certain nombre de penseurs dont j'ai affiché les 4 principaux, mais il y en aurait certainement d'autres à mentionner, qui vont forger la pensée économique libérale et qui vont participer à installer dans notre mode de pensée le prisme propriétaire, qui vont installer la propriété comme étant l'alpha et l'oméga de l'économie et de la manière de faire société. Donc le premier, c'est Thomas Hobbes, je vais les citer dans l'ordre d'arrivée, qui dit que la propriété privée nous permet de rompre avec l'état de nature. Pour lui, l'état de nature, tout le monde a droit à tout, c'est une sorte de tragédie sociale. Et donc, grâce au droit de propriété, on va pouvoir sortir de cet état de nature. John Locke, de son côté, lui, va expliquer que la propriété fait partie des droits fondamentaux de l'homme, et il le justifie en disant que la propriété s'obtient grâce au travail. Et c'est ce qui va expliquer qu'on va s'appuyer sur cette pensée-là pour dépouiller les Indiens, les peuples autochtones d'Amérique, de leurs terres, en considérant qu'ils ne travaillaient pas, au sens où on entendait le travail dans le monde occidental. Et donc, puisqu'ils ne travaillaient pas, on pouvait s'approprier leurs terres. Ça a été la justification. Bernard Mandeville, qui est connu pour son ouvrage le plus connu, c'est La fable des abeilles. Lui, il a, extrait ses contemporains d'une morale chrétienne qui consistait à dire que, vous connaissez peut-être Jésus et le temple, donc lui, il va dire, mais non, en fait, l'accumulation de richesses, la prêter au gain, c'est très bien, parce que en fait, il va y avoir une retombée de cette accumulation de richesses entre les mains de quelques-uns sur le reste de la société. Si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du ruissellement, on peut dire que Bernard Mandeville en a posé les prémices à l'époque, en extrayant ses contemporains d'une morale chrétienne qui aurait critiqué l'accumulation, qui aurait pu amener à critiquer l'accumulation de richesses. Et Adam Smith, je passe vite parce que c'est probablement le plus connu de tous, qui évidemment considérait que l'intérêt personnel appuyé sur la propriété et la main invisible du marché permettait d'allouer des ressources, c'était le meilleur système pour allouer des ressources rares. Donc voilà pour un peu la force de la pensée qui a assis le prisme propriétaire. Et dans un même temps, évidemment, la révolution industrielle qui va entraîner la chute des communs. Pourquoi ? Eh bien parce que les grands propriétaires terriens se mettent, notamment en Angleterre, c'est très documenté, se mettent à vouloir intensifier l'élevage des ovins pour produire plus de laine qui va être envoyée sur les métiers à tisser industrialisés et qui donc vont chasser les paysans des communs, qui ne peuvent plus utiliser les communs, paysans qui vont partir dans les usines à Manchester et autres, s'entasser dans les conditions effroyables que l'on sait, dans ces grandes villes, et qui vont fournir la main-d'œuvre nécessaire pour faire tourner les machines-outils. Vous voyez, du point de vue des propriétaires terriens, c'était un cercle vertueux. On chasse les paysans et ils vont fournir la main-d'œuvre. Et la carte que vous voyez à droite, elle est assez intéressante, puisque on y voit apparaître les terres qui étaient des communs historiques,
historiquement en Angleterre et qui vont, à la suite de 3 textes, alors vous ne le voyez pas, c'est trop petit, mais ça apparaît en haut à droite de l'écran, 3 textes qui vont être adoptés successivement et qui vont progressivement entériner la disparition des communs. Donc c'est vraiment des actes juridiques, là, hein. C'est du droit dur qui a fait disparaître les communs. C'est pas uniquement des pratiques, mais ça a été des choix assumés par les parlements de l'époque. Aujourd'hui, on a un retour des communs qui est là aussi porté par une pensée. Alors je vais aller rapidement, mais c'est intéressant de voir que là encore le rôle des idées. Le premier qui a un peu défriché cette question-là, c'est le bien nommé John Commons. Vraiment, lui, il a vraiment hérité du nom le parfait, ou alors peut-être que ça l'a orienté dans ses choix, je ne sais pas, qui était un juriste appartenant à un courant juridique qui s'appelait le réalisme légal, et qui s'est, par sa pensée, insurgé contre cette pensée dominante autour de la propriété, et qui va remettre en cause le droit de propriété et proposer de travailler autour de ce qu'il appelle des bundles of rights, des faisceaux de droits, pour sortir de la domination du droit de propriété. Karl Polanyi, que j'ai cité tout à l'heure, que vous connaissez peut-être pour sa grande œuvre La Grande Transformation, qui est un livre qui était sorti pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a passé relativement inaperçu à l'époque, mais qui a connu qui a été sorti des oubliettes dans les années 90. Karl Polanyi, lui, il a documenté cette disparition des communs et il a appelé à réencastrer l'économie dans le social, d'où ma citation de tout à l'heure. Mais la grande rupture, la grande penseuse des communs, c'est Elinor Ostrom, que vous voyez sur cet écran, à droite, le plus grand portrait, qui était une politiste et qui a été la première femme à obtenir le prix de la Banque de Suède, qu'on appelle plus communément le prix Nobel d'économie, en 2009. Et elle l'a obtenu pour ses travaux sur les communs. Elle a passé sa vie entière à enquêter sur la planète, sur toute la planète, sur les communs, par exemple les systèmes d'irrigation en Indonésie, au Mexique, la gestion de l'eau dans la vallée de Los Angeles, etc., etc. Voilà, elle a documenté tous ces communs et elle les a théorisés, elle a créé une école. Voilà, donc c'est elle qui a été vraiment je dirais le tournant de la pensée, qui a ramené les communs, en tout cas dans le champ académique. Et la dernière personne que vous voyez citée là, c'est Charlotte Hess, qui est une bibliothécaire qui a travaillé avec Elinor Ostrom et qui l'a amenée à s'intéresser aux communs de la connaissance, aux communs immatériels, alors que jusque-là, Elinor Ostrom ne travaillait que sur les communs naturels, les communs matériels. L'autre raison pour laquelle il y a un retour des communs, c'est lié à ce qu'on peut appeler le second mouvement des enclosures. C'est un juriste qui s'appelle James Boyle, un juriste spécialisé dans la propriété intellectuelle, qui a élaboré ce concept de second mouvement des enclosures. Il a observé que, au cours du XXe et puis c'est toujours vrai au XXIe, au cours du XXe siècle, il y avait une tendance à enclore non plus les forêts, les champs ou autres, mais à enclore les œuvres de l'esprit. Comment ? Si je prends l'exemple du droit d'auteur, le droit d'auteur n'a cessé d'être rallongé, diminuant d'autant le domaine public, c'est-à-dire étendant les droits de propriété intellectuelle dans le temps. Historiquement, au moment de la création du droit d'auteur en 1791, c'était duré 10 ans. En 1886, avec la Convention de Berne, on est passé à 50 ans après la mort de l'auteur. Et en 1993, on est passé à 70 ans après la mort de l'auteur. Donc vous voyez une extension du champ de la propriété intellectuelle. Mais là, je prends l'exemple du droit d'auteur, mais on pourrait prendre l'exemple du brevet logiciel qui a donné lieu à une bataille homérique en Europe. Et en Europe, grâce à Michel Rocard, paix à son âme, on a réussi à ne pas adopter le brevet logiciel en Europe, mais à rester sous un régime de droit d'auteur qui était quand même moins dramatique en termes d'enclosure. On pourrait citer les brevets sur les médicaments, on pourrait citer le droit européen, le droit sui generis sur les données, etc. Bon, j'ai pas le temps de détailler tout ça, on pourra y revenir dans le cours du débat. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces
tous ces exemples, le mouvement du XXe siècle et du XXIe, c'est le mouvement d'une extension du droit de propriété. Et donc, comme toujours, il y a un contre-mouvement qui s'est fait avec des nouveaux mouvements sociaux, des nouveaux mouvements citoyens qui s'opposent à ces enclosures des œuvres de l'esprit et qui se sont saisis des communs, des biens communs, comme on va dire un horizon politique fédérateur pour défendre les médicaments génériques, pour défendre les semences ouvertes, pour limiter l'extension du droit d'auteur, etc., etc. Donc, ce qui explique le retour des communs comme horizon, non pas unificatrice, mais rassembleuse et horizon positif pour toutes ces personnes. Et puis, la troisième raison du retour des communs qui nous ramène au numérique et qui est absolument structurante, le numérique joue un rôle essentiel dans le retour des communs pour trois raisons principales. La première, c'est qu'au cœur de ce qui est le numérique, des communications contemporaines via Internet et via le web, eh bien, il y a des communs, que sont les protocoles ouverts. C'est-à-dire les protocoles HTTP, HTTPS pour le web, les protocoles, je ne le retrouve plus, protocole d'Internet, ça va me revenir, TCP/IP, pardon, le protocole TCP/IP, ce sont des protocoles ouverts, donc ce sont des communs. Et c'est grâce à ces protocoles ouverts qu'à partir du milieu des années 90, il y a eu une explosion de sites web. Il faut se rappeler que Tim Berners-Lee, qui est ce qu'on appelle communément le papa du web, qui avait donné une conférence ici il y a quelques années, donc le papa du web qui a inventé le web au CERN à Genève, il a convaincu le CERN en 1993 de sortir les protocoles du web du régime de propriété du CERN et d'en faire des communs. Et c'est à partir de là qu'il y a eu explosion du web, et innovation foisonnante. Voilà. Si le CERN avait gardé la propriété des protocoles, on n'aurait pas eu le web, tout simplement. On aurait eu un web fermé, utilisé par une poignée de personnes, avec une poignée de services. Autre apport du numérique, c'est que le numérique découple les œuvres de l'esprit de leur support matériel. C'est-à-dire qu'un morceau de musique, avant, pour pouvoir l'écouter, il fallait avoir une cassette, un disque vinyle, un CD, que sais-je encore. Aujourd'hui, vous savez que les morceaux de musique circulent sur Internet. Et ce faisant, ça transforme ces ressources qui étaient des ressources exclusives et rivales en ressources non exclusives et non rivales, donc en ressources potentiellement partageables. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'obstacles techniques à leur partage. Ça ne veut pas dire que toutes les ressources numériques doivent nécessairement être partagées, mais en tout cas, techniquement, on peut les partager très facilement puisqu'elles ne sont plus enfermées dans un support disque, cassette ou que sais-je encore. Et la troisième raison pour laquelle le numérique joue un rôle dans ce retour des communs, tout simplement, grâce à Internet, on peut s'abstraire des petites communautés que je décrivais tout à l'heure, des communautés de proximité, que ce soit des communautés de paysans, d'habitants ou autres. On peut, je vous donnais l'exemple de Linux, on peut avoir des communautés totalement déterritorialisées. Donc tout ça a été un facilitateur de communs. Quelques exemples rapides de communs immatériels. Vous en connaissez certainement un certain nombre. J'ai déjà cité Linux, mais on pourrait citer le logiciel libre en général. Le plus connu, Wikipédia, évidemment, qui est le commun numérique phare qu'on cite toujours, qui est une base de connaissances ouverte. On peut citer, alors les protocoles, je les ai déjà évoqués. On peut citer aussi la base de données géographique OpenStreetMap, qui est le concurrent de Google, mais en commun, qui est un commun. On peut citer la base d'information sur la qualité des aliments OpenFoodFact. Voilà, des communs qu'on cite très régulièrement parce qu'ils sont vraiment très emblématiques du monde des communs numériques. Mais il n'y a pas que ça. On peut parler aussi dans le monde numérique de l'open hardware. Là, ce n'est plus du software, ce n'est plus du logiciel, c'est du matériel libre, c'est du hardware, avec par exemple la RepRap, là ce que vous voyez en haut à gauche, qui est une imprimante 3D open source que vous pouvez créer vous-même, répliquer vous-même. On pourrait citer des mini-éoliennes open source, du design ouvert comme les WikiHouse que vous voyez en milieu de l'écran en bas, qui sont du design de maisons ouvert, donc vous pouvez reprendre ce design et si vous êtes
un peu beaucoup bricoleur, créez vous-même votre maison, si l'envie vous en prend, ou la faire créer par votre copain menuisier. Mais en tout cas, vous n'avez pas à payer un architecte ou un concepteur pour le design de la maison. À gauche, c'est Arduino, qui est comment on appelle ça, une carte électronique libre qui permet de créer des objets électroniques interactifs. Et à droite, c'est un tracteur open source. L'atelier paysan, c'est un collectif de paysans qui crée des outils répondant à leurs besoins en open source, libre de droit. Voilà. Il faut savoir, pour la petite histoire, que John Deere, qui est, vous savez, le plus grand fabricant de tracteurs, notamment états-unien, jusqu'à il y a 2 ans, ne fournissait aucun plan de ses machines. Donc, dès que quelque chose était cassé, il fallait passer par leur réparateur pour pouvoir faire réparer son tracteur. Et surtout, il y a des photos, j'ai vu des photos absolument magnifiques, je crois que c'était dans le New York Times, de cimetières entiers de tracteurs John Deere, parce qu'en fait, c'est comme les imprimantes, ça vous pousse à racheter des tracteurs toujours plus puissants, toujours plus ceci, plutôt que de permettre aux agriculteurs de réparer leur tracteur. Et ça a été une telle révolte aux États-Unis de la part des agriculteurs qu'ils ont enfin obtenu d'avoir des manuels et des possibilités de réparer eux-mêmes leurs tracteurs. Mais ceci explique que l'atelier paysan ait décidé de développer du matériel open source. Et puis on pourrait citer encore, j'ai pas le temps de m'étendre, mais toujours au rang des communs immatériels, les semences ouvertes. Les semences elles-mêmes sont matérielles, une graine c'est matériel, mais ce qui est intéressant c'est le génome de la graine, et ça c'est une information immatérielle qui elle peut être partagée, vous pouvez partager le génome de la graine. Les ressources éducatives libres, ce sont des cours que les enseignants partagent entre eux, échappant ainsi aux grands éditeurs du monde de l'éducation qui se nourrissent largement sur le dos de l'argent public. On pourrait parler aussi des médicaments libres. Aujourd'hui, il y a des collectifs comme le Open Source Drug Discovery ou le DNDA qui travaillent sur les maladies négligées, qui conçoivent, là aussi, le médicament, c'est pas la pilule elle-même, bien sûr, c'est le princeps du médicament qui va être libre. Voilà pour quelques exemples pour faire atterrir tout ça de façon plus concrète. Alors, j'en viens à mon troisième fil, comment on revisite les métiers à tisser jacquard sous l'éclairage des communs. Eh bien, moi, je vous propose de révisiter mes 2 narrations, ma narration positive et ma narration négative. En fait, la narration positive, si on regarde Jacquard, et ça a été évoqué par Gilles dans son introduction, Jacquard, il n'est pas arrivé de nulle part. Jacquard, comme le disait Bernard de Chartres, on est tous juchés sur les épaules de géants, c'est-à-dire qu'avant lui, il y avait eu Basile Bouchon qui avait inventé le ruban perforé, puis il y avait eu Jean-Baptiste Falcon qui avait remplacé les rubans par des plaques de carton, puis Jacquard. Et après Jacquard, il y a eu Jean-Antoine Breton qui était beaucoup plus discret que Jacquard, mais qui a joué un rôle essentiel dans la diffusion des métiers à tisser jacquard, parce que grâce à l'entrée dans le domaine public de brevets de Jacquard, Breton, qui était un menuisier, a amélioré le métier à tisser jacquard et a accéléré sa diffusion. On lui doit énormément dans la diffusion du métier jacquard. Tout ça pour dire, vous voyez dans cette histoire que plus la connaissance circule, plus il y a d'innovation. Et donc le fait que le brevet soit entré dans le domaine public, ça a permis à Breton d'accélérer en l'occurrence l'amélioration de l'innovation et la diffusion de l'information. Donc les communs, en propulsant, en insistant sur la diffusion du savoir, en encourageant la diffusion du savoir plutôt que son enclosure, les communs sont des vecteurs d'innovation. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, parce que les discours dominants qu'on entend tout le temps, c'est le contraire. C'est plus il y a des droits de propriété, plus ça rapporte de l'argent et plus on va innover. Eh bien, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a d'autres manières d'innover et d'encourager la diffusion de la connaissance. Je voudrais aussi revisiter mon histoire de Canut. Les Canuts, j'ai dit qu'ils s'étaient insurgés contre ces machines parce que ça détruisait de l'emploi, ce qui était vrai, mais finalement, ce n'était pas tant les machines auxquelles ils s'opposaient. Ce n'étaient pas des technophobes, les Canuts. Ce qui était insupportable pour eux, c'était la perte d'emploi, c'était la dégradation des conditions de travail liées à la révolution industrielle, c'était la perte d'un savoir-faire d'artisans, c'est une partie de leurs connaissances qui partait avec l'arrivée des machines. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes Canuts
était aussi à l'origine du mouvement dit mutualiste, qui est devenu après le mouvement mutualiste qui est un des piliers de l'économie sociale et solidaire. Donc on voit que ces mêmes canuts qui ont résisté à l'arrivée des technologies, en même temps ils étaient à la racine de l'économie sociale et solidaire qui entretient une grande proximité avec les communs. On pourra en reparler tout à l'heure, mais que ESS et communs, tout ça, ça marche très fortement ensemble. Et donc les communs sont aussi un encouragement à des pratiques sociales auto-organisées qui peuvent aller jusqu'à une forme d'institutionnalisation, puisque dans le cas des mutuelles, aujourd'hui on a tous des mutuelles, hein, l'héritage de cette époque-là, voilà, avec notamment la mutualité française. Alors, qu'est-ce que les communs, ça sera ma dernière partie, qu'est-ce que les communs nous apportent aujourd'hui pour penser nos mondes sociaux numériques contemporains? Comment est-ce qu'ils nous aident à penser ces mondes du numérique? J'ai envie de citer cinq pistes. Première piste, je pense qu'ils nous aident à changer de référentiel, c'est-à-dire à nous extraire de l'ordre propriétaire dans lequel on baigne depuis le XVIIIe siècle. Dans cette pensée omniprésente, si vous interrogez les personnes dans la rue, vous vous dites, est-ce que vous imaginez un monde qui puisse fonctionner sans propriété, au moins partiellement sans propriété? Il ne s'agit pas de dire qu'il faut complètement faire disparaître la propriété, ce n'est pas mon propos, hein. Pas du tout, mais si vous interrogez quelqu'un, vous faites un micro-trottoir, je pense que 99% des gens vous diront, bah si, on ne peut pas imaginer fonctionner sans propriété. On est totalement imbibé de cette pensée-là. En fait, il faut toujours penser que la propriété, c'est un construit social comme un autre. Donc il faut se garder d'une forme de naturalisation ou essentialisation de la propriété. Il y a d'autres modes de fonctionnement de l'économie et du social que le régime de propriété. Ce n'en est qu'un parmi d'autres. Et tous les travaux d'anthropologie et d'histoire nous montrent qu'il y a des tas de sociétés qui ont fonctionné en dehors du régime de propriété. Vous allez aujourd'hui voir les peuples autochtones en Amazonie. Propriété, c'est un truc qui, pour nombre d'entre eux, qui leur échappe complètement. Donc voilà, les communs déjà, ils nous aident à changer de lunettes, à nous dire qu'il n'y a pas que la propriété dans la vie, si je puis dire, enfin dans l'humanité. Ensuite, les communs, ils peuvent nous aider à penser la transition écologique en matière de numérique. Là, je vais prendre des exemples français avec ce qu'on appelle les licornes. Alors, je ne sais pas, les licornes avec O, les licornes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces entreprises. Ce sont des entreprises, alors c'est un clin d'œil évidemment aux licornes de la Startup Nation, hein. Ça se veut un contrepoint aux licornes. Les licornes, ce sont des coopératives. Les coopératives étant un des statuts de l'économie sociale et solidaire qui permettent de donner un statut au commun, hein, puisque quand vous êtes une communauté autour d'un commun, vous avez besoin souvent d'une existence juridique, et le statut coopératif hérité de l'ESS, c'est un des statuts intéressants pour les communs. Donc ce sont des coopératives, ici je n'en ai cité que deux parce qu'elles ont vraiment à voir avec le numérique, mais il y en a d'autres, par exemple Enercop, peut-être que vous connaissez Enercop, qui est une offre d'énergie électrique verte. Voilà, vous connaissez peut-être Railcoop, qui est une société du rail qui essaye de créer du rail alternatif à la SNCF, si je puis dire. Mais là, les deux exemples que je vais citer, Télécoop, c'est un opérateur téléphonique qui attribue 10% de son chiffre d'affaires à des actions en faveur de la transition écologique. Common, je le prononce mal, Common, c'est une entreprise qui loue des téléphones et des ordinateurs qui sont souvent des outils open source comme le Fairphone. Par exemple, ils louent des Fairphones. Le Fairphone, c'est un téléphone complètement open source. Et le fait de louer le téléphone, mais sans leasing, c'est-à-dire que vous ne devenez jamais propriétaire, eh bien, ça évite d'être dans le rachat permanent de nouveaux téléphones. Puisque si vous êtes un vendeur de téléphone, vous avez intérêt à vendre toujours le téléphone suivant, qui a les nouvelles fonctionnalités. Vous connaissez les pubs d'Apple, par exemple, qui vous promeut en permanence le téléphone qui fait encore mieux que le précédent. Eh bien, si vous louez des téléphones, votre intérêt, c'est au contraire de les faire durer le plus longtemps. Donc, et surtout pas de les remplacer. Donc là, l'idée de tous ces acteurs-là, il y a tout un mouvement qui s'appelle Open Source Ecology, c'est de concevoir des machines, des outils, des artefacts, des outils numériques
qui vont durer le plus longtemps possible, qui vont être réparables, qui vont être pour lesquels il pourrait y avoir une maintenance et qui donc du coup vont être plus durables. La troisième apport des communs par rapport à notre monde numérique, je pense que cela nous aide aussi dans un monde, en ce moment, on le vit malheureusement de façon assez flagrante, un monde plutôt fragmenté, plutôt un monde avec des logiques d'atomisation, de repli individuel, ou individualiste plutôt. Eh bien, c'est aussi un vecteur pour créer des nouvelles sociabilités, des nouvelles dynamiques collectives. Je vais vous prendre là encore 2 exemples français. CoopCycle, c'est une coopérative, encore une, de livreurs à vélo. Donc, si vous voulez, le concurrent en commun de Deliveroo. La grande différence avec Deliveroo, c'est que les livreurs à vélo sont propriétaires de leur entreprise, puisque c'est une coopérative, mais surtout, ils ont développé le logiciel qui gère la gestion des courses, qui gère la distribution des courses, en logiciel libre, ce qui veut dire, premièrement, que d'autres collectifs de demain de livreurs à vélo ou autres peuvent s'en servir et l'adapter à leurs propres besoins, mais surtout ils sont maîtres de l'algorithme, parce que quand vous êtes un livreur chez Deliveroo, vous ne savez pas pourquoi la course vous est attribuée et pas pourquoi elle ne vous est pas attribuée au voisin, pourquoi vous êtes payé tant, etc. Vous avez certainement entendu parler des révoltes des chauffeurs Uber contre les algorithmes d'Uber. C'est la même chose chez Deliveroo, et là, ce CoopCycle, ils sont redevenus maîtres de l'algorithme. C'est eux qui conçoivent l'outil qui va distribuer les courses et attribuer les prix aux courses. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que ça crée du collectif et ça recrée de la maîtrise sur la technologie par les personnes qui sont les premières concernées, plutôt que de laisser ça à une start-up ou à une grande entreprise à l'autre bout de la planète qui a le pouvoir sur l'algorithme. Les oiseaux de passage, c'est un autre exemple, c'est un collectif d'acteurs de l'hôtellerie, du tourisme, qui développent des outils numériques de promotion, de commercialisation de leur offre d'hospitalité, de leur métier, mais avec toujours le souci de valoriser leur territoire, de valoriser leur environnement patrimonial. Bref, c'est un peu l'anti-Airbnb pour faire simple. Voilà, encore une fois, ça vient un peu en contrepoids du monde des startups. Et puis, je voudrais citer aussi les tiers-lieux qui sont des espaces d'innovation sociale qui contribuent au commun. Je vais vous prendre ici l'exemple. Ah oui, ça se voit absolument pas. Bon, l'exemple, la photo que vous voyez à gauche que j'ai prise dans un tiers-lieu qui s'appelle le Fab Lab des Trois Lapins, qui est à Luxeuil-les-Bains dans l'est de la France, qui est dans une terre anciennement très riche industrielle, mais totalement désindustrialisée. Quand vous visitez Luxeuil-les-Bains, il y a une boutique sur 2 qui est fermée. Enfin voilà. Et donc dans ce tiers-lieu, dans ce Fab Lab, on imagine des objets open source qui vont pouvoir servir, par exemple pendant le Covid, non seulement comme d'autres Fab Labs, ils avaient créé des masques open source, mais ils ont aussi créé tout un circuit de distribution des médicaments en travaillant avec l'armée. C'était assez intéressant, qu'ils ont documenté, et cette documentation, ils l'ont mise en Creative Commons sur le web pour que d'autres collectifs puissent s'en servir. On pourrait citer aussi l'Ermitage au fin fond de l'Oise, enfin près de Compiègne, qui avait pendant le Covid inventé un respirateur artificiel open source. Là, ils ont eu moins de succès parce que l'industrie des dispositifs médicaux, voyant ça et ayant peur de leur concurrence, les a bloqués. On s'est débrouillé pour les bloquer. Voilà. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui en France des Fab Labs, des tiers-lieux un peu partout sur le territoire. Il y en a plusieurs milliers qui sont vraiment des lieux d'innovation sociale où s'inventent des réponses à nos besoins collectifs en s'appuyant sur les technologies. Quatrième axe d'inspiration, et j'arrive au bout de mon heure, je vais me dépêcher, les communs nous aident aussi à renouveler l'action publique. En ce moment, on voit, et c'est très assumé par le gouvernement actuel et par la DINUM, la direction du numérique, qui dépend du Premier ministre, ils développent des logiciels qui vont pouvoir servir à l'ensemble des acteurs publics, que ce soit en centrale, en déconcentré ou en décentralisé pour les collectivités locales. Ils développent des outils logiciels comme des communs
qui vont pouvoir être réutilisés par tous les acteurs publics. Donc là, on est ce que j'appelle un bien de club, parce que c'est uniquement à l'intérieur du monde des acteurs publics, c'est pas ouvert à tout le monde, mais c'est déjà très intéressant parce que jusqu'ici, les administrations fonctionnaient en silo et à tour de rôle, allaient chercher un coup Microsoft, un coup Google, un coup machin, un coup truc, et se mettaient en situation de dépendance de ces solutions non libres, de ces solutions non ouvertes, et surtout repayaient à chaque fois pour faire développer en fonction de leurs propres besoins. Là, il y a une logique de mutualisation et de désilotage des administrations. J'ai mis 2 exemples. L'IGN, qui est avec à sa tête M. Soriano, qui est un des promoteurs des communs dans l'espace public. Si vous allez sur le site de l'IGN, l'Institut de géographie nationale, vous verrez qu'il y a une géoplateforme qui promeut des communs, donc des ressources géographiques partagées et partageables avec tous les acteurs publics. J'ai aussi mis l'exemple de Health Data Hub, qui ne se revendique pour le coup pas du tout des communs, mais moi je considère que ça participe de la même philosophie. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a des données de santé qui sont recueillies par la CNAM, bien sûr, mais la CNAM et pas le CNAM, par la CNAM, par les hôpitaux en masse, et chacun est sur sa cassette de données de santé, alors que la recherche médicale a besoin de grandes données de santé pour pouvoir avancer. Et donc le Health Data Hub mutualise les données de santé des différents établissements hospitaliers pour faciliter la recherche en intelligence artificielle sur la santé. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment l'esprit d'un partage de données. L'État peut être également un commanditaire de communs, des villes qui choisissent d'utiliser des logiciels libres, et ça participe d'une souveraineté. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de débats en matière de souveraineté du numérique, parce que les acteurs publics sont dépendants des acteurs états-uniens en Europe. Donc l'idée d'utiliser du logiciel libre, c'est aussi une manière de reprendre la main sur les outils utilisés et de ne plus dépendre d'acteurs états-uniens qui peuvent transférer les données des utilisateurs vers les services secrets américains. Et enfin, les acteurs publics peuvent être aussi des producteurs de communs. Là, je vais très vite, mais le ministère de l'Éducation nationale a mis en place une forge des communs numériques éducatifs. L'idée est de permettre aux enseignants de collaborer ensemble pour partager de la ressource éducative, pour partager des ressources éducatives. Donc on va de plus en plus, et ça ne s'affichera pas à l'écran, vers ce qu'on appelle des PPC, des partenariats publics communs, des collaborations entre des collectifs de commoners et des acteurs publics. Et pour finir, et je bouclerai là-dessus, puisque ça, avant de conclure, ça reboucle avec l'introduction de mon exposé, et je n'ai que trop parlé, et je m'en excuse. Je pense que les communs peuvent participer à constituer un contrepoids au big tech et à ce qu'on pourrait appeler une économie de la rente, qui caractérise l'économie du numérique. On a dans le domaine numérique toute une série de succès. Les logiciels libres, les logiciels open source qui aujourd'hui pèsent énormément dans nos économies. Je vais juste vous citer un chiffre, j'en ai de nombreux, mais par exemple, il y a une étude qui avait été commandée par la Commission européenne, donc voilà, Commission européenne qui est quand même très libérale, donc voilà, qui dit que les entreprises de l'Union européenne ont investi en 2018, ça date un petit peu malheureusement, ont investi 1 milliard d'euros dans les logiciels libres et que c'est globalement un impact économique qui représente 65 à 95 milliards d'euros. Bon, peu importe ces chiffres-là, mais on est sur des sommes conséquentes. Et aujourd'hui, les logiciels libres, c'est 10% du marché global de l'informatique, donc c'est quand même très, très important. Et surtout, c'est très présent dans les serveurs qui sont utilisés par les administrations publiques, par l'armée, par la gendarmerie, etc., etc. On a aussi des succès juridiques. Je parlerai de la science ouverte et de l'open data. La loi République numérique de 2016, dite loi Le Maire, elle a entériné dans la loi le fait que la science ne pouvait plus être définitivement enclose. C'est-à-dire que aujourd'hui, les productions des universités, au bout d'un petit délai où il y a un monopole pour les éditeurs de revues scientifiques, eh bien, les auteurs ont le droit de les mettre en libre accès. Ça, c'est un changement radical qui a été repris par l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est un texte européen. Pareil avec l'open data. Bon, le succès des Creative Commons, je n'y reviens pas. En même temps, je dis que c'est une source de résistance, mais je ne suis pas naïve. Ne soyons pas naïfs. Il y a toujours des risques. D'abord, la balance est déséquilibrée, c'est-à-dire c'est pour ça que j'ai mis cette petite symbolique. Aujourd'hui, évidemment, les big tech pèsent
millions de fois plus que les communs. Donc je ne suis pas en train de survaloriser le rôle des communs dans notre économie, même s'ils croissent et embellissent. Mais il y a toujours des risques d'enclosure. Je vais prendre 2 exemples rapides. Android, vous savez, c'est un système, un OS qui fonctionne sur vos téléphones, qui est de l'open source. Et en fait, Google s'est servi d'Android pour ensuite mettre dessus toute une série de services qui vous réenferment dans un univers propriétaire. Donc ils ont fait du jus de dessus, si vous voulez. Ils ont retourné du logiciel libre, enfin open source, pour recréer de l'enclosure. Et on pourrait prendre aujourd'hui un autre exemple. Alors c'est pas tant une enclosure on va dire une prédation sur les communs avec l'IA générative. Vous savez qu'en ce moment, les grandes entreprises de l'IA générative entraînent leurs modèles sur les ressources ouvertes disponibles sur le web. Donc elles utilisent les ressources en commun pour pouvoir entraîner les IA génératives dont les bénéfices ne seront pas reversés à la planète. Voilà, donc tout ça pour dire que ne soyons pas naïfs, beaucoup d'espoir dans les communs sans non plus les surestimer. Pour conclure, je voudrais juste dire, et je vais aller très très vite, que les communs, ce n'est évidemment pas la solution, hein, c'est pas le grand soir, entendons-nous bien, même si je défends les communs, je les promeus, restons modestes. Moi, l'intérêt que j'y vois, c'est à la fois d'ouvrir des brèches conceptuelles, je vous l'ai expliqué en changeant de lunettes, des choses aussi très opérationnelles. Je vous ai montré toute une série d'exemples qui montrent que c'est très concret, que en même temps, ça permet de réaligner innovation technologique et innovation sociable. Je pense que dans la période actuelle, notamment avec les défis, que ce soit les défis écologiques, les défis démocratiques, mais auxquels malheureusement nous sommes confrontés, on ne peut pas penser la technologie en dehors du social, et donc on a besoin de les imbriquer en permanence, et donc tous les communs nous aident sur cette voie-là. Et pour finir, je dirais que les communs pourront prospérer, gagner en force, gagner en efficacité, gagner en pertinence s'ils viennent s'appuyer sur une régulation très forte des mondes numériques. En ce moment, l'Europe a adopté toute une série de textes dont vous avez probablement entendu parler, DSA, DMA, Data Act, etc. RGPD était le premier. Toute une série de textes qui essayent d'encadrer le numérique, ce qui est très bien. Côté États-Unis, il y a Lina Khan qui est à la tête de la FTC, qui essaye aussi, bon an mal an, d'encadrer le numérique. Et je pense qu'il y a un jeu à somme positive qui peut se construire entre une action politique forte d'encadrement du numérique qui réouvrirait un espace pour que les communs prospèrent, grandissent et participent à un autre modèle de société numérique. Et je m'arrête là. J'avais juste une question, merci pour l'exposé, il est vraiment excellent. Moi, je ne connaissais pas le terme de commun. J'avais une question sur un peu naïve, est-ce qu'on peut dire que les crypto-monnaies, ça fait partie des communs? Dans la mesure où c'est géré par une communauté Non, puisque les crypto-monnaies, elles ne sont pas libres. Enfin, Ethereum, pour reprendre l'exemple d'Ethereum, je ne crois pas que ce soit libre. Le Bitcoin, c'est par exemple géré par une communauté qui oui, il y a une communauté, valide les transactions. Il y a une communauté, mais il y a quand même des droits de propriété dessus. Donc, à ma connaissance, mais je suis absolument pas spécialiste des crypto-monnaies. Donc voilà. Pour moi, les crypto-monnaies, je m'en méfie beaucoup parce que c'est un système spéculatif. Donc c'est très exactement l'antithèse de ce qu'essayent de promouvoir les communs. Les communs, ce sont des des anticorps à l'économie spéculative informationnelle. Pour moi, le Bitcoin, on est dans la spéculation, donc c'est vraiment antithétique, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est tout un débat hein, sur les crypto-monnaies. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, quand il y a des communs qui marchent bien, que ça devienne propriétaire? Par exemple, je ne sais pas si c'est un exemple de commun, mais l'autopartage, la personne qui a inventé l'autopartage, ça marchait si bien qu'il a... il a ouvert à l'investissement et du coup ça vaut des millions. Il a levé des fonds et du coup c'est devenu payant et c'est devenu en quelque sorte propriétaire. Alors, parce que ça passe par une plateforme qui n'est plus commune. Alors, c'est un très bon commun qui marchait bien. Oui, c'est un très bon exemple. Alors, déjà, je voudrais préciser que les communs ne sont pas forcément incompatibles avec du marché. C'est-à-dire que
une communauté, si vous prenez, je vais prendre un exemple très historique, les affouages. Je ne sais pas si vous connaissez les affouages en France. Les affouages sont des héritages des communs historiques, ce sont des forêts dont le foncier appartient non plus aux nobles, mais aux municipalités. Mais par contre, ce sont les habitants qui entretiennent la forêt, qui l'élaguent, qui la coupent, etc. et qui peuvent utiliser le bois pour eux-mêmes ou qui peuvent revendre le bois. Voilà, donc il y a du marché, si vous voulez. C'est pas antinomique avec du marché. C'est antinomique avec de l'économie de rente, si vous voulez, d'accumulation. Voilà. Pour reprendre votre exemple, si je prends Blablacar, qui est donc la start-up phare en matière d'autopartage, Frédéric, quel est son nom? J'ai oublié son nom. Je crois que c'est un acte manqué. Bref, le fondateur, lui, il n'a jamais pensé ça comme un commun. Pour lui, depuis le début, c'est une entreprise, c'est une start-up qui est là pour faire du profit. L'algorithme de Blablacar, il n'y a que l'entreprise qui a la main sur cet algorithme. La manière dont est fixée la commission que prélève Blablacar sur chaque course, c'est Blablacar qui la fixe, etc., etc. Mais pour aller dans votre sens, il y a une autre personne qui s'appelle Bastien Sibylle qui a créé une coopérative, une site plus exactement, qui s'appelle Mobicop, qui se veut être le contre-modèle en commun, en coopérative et en commun, de Blablacar, puisque sur Mobicop, il n'y a pas de commission qui est versée à Mobicop, et ce sont le chauffeur et les personnes qui le conduisent qui fixent librement la manière dont ils veulent répartir les coûts du transport. Donc c'est vraiment l'anti-Blablacar. Au départ, ce que j'avais lu, c'est justement celui qui a eu l'idée de Blablacar. Au départ, c'était juste de mettre en relation les automobilistes, les clients, les différents partenaires, les automobilistes et les personnes qui en avaient besoin. Et il n'y avait pas de commission au début. Oui, alors ça, c'est pour avoir suivi de très près la création de Blablacar et avoir souvent échangé avec eux, je peux vous dire que s'il n'y a pas eu de commission au début, c'était parce que dans l'économie numérique, vous devez d'abord créer le marché avant de trouver le modèle économique. Toute l'économie numérique marche comme ça. Amazon a perdu des millions pendant 15 ans avant d'en gagner. C'est vraiment le modèle de fonctionnement de l'économie numérique. On ne cherche pas à gagner de l'argent. On essaye d'établir sa domination, de devenir monopolistique ou oligopolistique. Et une fois qu'on a, c'est ce qu'on appelle le principe de winner take all dans l'économie numérique, c'est-à-dire le premier entrant rafle la mise, pour traduire ça à ma manière. Donc une fois qu'on a réussi à écraser tous les éventuels concurrents et à devenir monopolistique, à ce moment-là, on se met à gagner de l'argent et on prend des commissions. Mais, encore une fois, j'oublie son nom, Frédéric, je ne sais plus comment, je peux vous dire qu'il n'a jamais il ne s'est jamais inspiré du modèle des communs, c'est pas un philanthrope, et depuis le début, il est vraiment Startup Nation avec profit à l'horizon. Voilà, ça, je connais assez le bonhomme et je l'ai assez souvent entendu pour vous dire qu'il n'y a pas confusion dans son esprit. Ici, j'ai une question. Ah, pardon, il faut que je mette mes lunettes. Trop petit, en fait. J'ai une question, alors c'est plus une question de définition. Là, vous avez commencé à parler des forêts qui pouvaient être gérées de façon économique. Si un village possède une forêt, c'est quoi la différence entre une copropriété de forêt et une forêt en commun? Comment vous donnerez la différence? En fait, quand vous dites un village, vous parlez de la collectivité locale, l'acteur public. Il y a les gens, enfin, ou même genre je suis dans une copropriété, dans une résidence, il y a un petit parc attenant à la résidence. Les copropriétaires doivent gérer le parc pour qu'il soit entretenu et qu'on puisse s'y poser dans le jardin et tout ça pour profiter du soleil et de l'ombre. Mais ils sont propriétaires du parc. Et c'est oui. pas un commun, mais pourtant ça répond à quasiment toutes les définitions. C'est très proche, mais d'ailleurs, dans un immeuble, on parle de partie commune. Hein, donc, voilà, on retrouve le conseil syndical est justement là, en théorie, pour gérer ces parties communes. C'est son rôle. Donc, en fait, on est là dans un régime où, à nouveau, de découplage des droits. C'est-à-dire qu'il y a une propriété
de la partie matérielle, on va dire, mais par contre, les droits d'usage vont être les droits d'usage du parc ou des parties communes ou dans un habitat partagé, si vous avez un espace avec des machines à laver et des outils pour tout l'immeuble, etc. Eh bien ça, ces droits d'usage vont être gérés comme un commun. Par contre, la ressource matérielle de l'immeuble ou du parc, elle va être dans un régime propriétaire. Quelque chose qui est très intéressant dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui a été rendu possible par la loi Allure, je crois, il y a quelques années, c'était sous le gouvernement Hollande. Ils ont levé des obstacles juridiques pour permettre la création de ce qu'on appelle des organismes fonciers solidaires, en anglais des Community Land Trusts. Les organismes fonciers solidaires, c'est une réponse à la problématique qu'on connaît dans toutes les grandes villes où aujourd'hui les personnes à revenus modestes, voire moyens, ne peuvent plus accéder à la propriété. Et donc c'est un système où vous avez un organisme foncier solidaire qui va acheter du foncier, qui va acheter le foncier, et ensuite des individus qui vont acheter les appartements qui sont sur ce foncier, mais qui n'ont pas à payer le prix du foncier, parce que souvent c'est le foncier qui coûte le plus cher dans une ville. C'est pas le bâti, c'est le foncier lui-même. Et donc il va y avoir une gestion collective dans laquelle il va y avoir dans l'organisme foncier solidaire à la fois la collectivité locale, les habitants de l'immeuble qui sont propriétaires de leur lot, au sens classique, enfin pas tout à fait classique, je vais y revenir, mais aussi les voisins, mais aussi, enfin voilà, on crée une communauté autour de cet organisme foncier solidaire qui réunit plein de monde. Et l'idée, c'est d'empêcher la spéculation. C'est-à-dire que si vous devenez propriétaire d'un appartement dans le cadre d'un organisme foncier solidaire, vous ne pourrez pas le spéculer à la revente. Vous pourrez le revendre ou vous pourrez le céder à vos enfants, enfin vos enfants pourront en hériter, mais on n'est pas dans une économie spéculative. Et donc là, l'objectif, c'est de découpler les différents droits de propriété entre le foncier, le bâti et l'usage, et d'empêcher la spéculation qui rend les centres-villes inaccessibles au commun des mortels, on va dire. Vous voyez, donc ça s'inspire, c'est quelque chose qui est inspiré des communs sans être un commun proprement dit. Mais sur ce point-là en particulier, ça veut dire qu'en fait, on considère que la localisation est associée au foncier, enfin l'attrait de localisation est associé au foncier, et que le logement a juste l'intérêt d'être une habitation, mais parce que ce qui va faire la spéculation, c'est que l'endroit dans lequel on est, il est intéressant en fait. En fait, aujourd'hui, on voit bien qu'il y avait un article, je crois, dans Le Monde, pas plus tard la semaine dernière, sur les prix de l'immobilier, etc. Et ils expliquaient bien qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que dans les villes, il y a très peu de foncier disponible. Et donc, c'est l'achat du terrain qui est la part, pour la construction d'un immeuble, la plus grosse part à financer, c'est l'achat du terrain. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne peuvent pas devenir propriétaires parce que les prix explosent. Donc si le collectif finance l'achat du terrain, du coup, après, les individus n'ont plus qu'à financer le bâti ou le rachat d'un bâti qui aurait été construit par un promoteur immobilier, si vous voulez. Excusez-moi, je vois pas en quoi ça arrête la spéculation. Parce qu'on ne peut pas, on est obligé de le revendre à peu près au même prix auquel on l'a acheté. Et à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est ce qui s'est passé dans certaines villes où les appartements HLM, il y avait que les copains qui y étaient. Avec les copains qui y étaient, c'est-à-dire C'est-à-dire que si je peux pas vendre plus cher que ce que j'ai acheté, le gars qui va m'acheter, ça va être un copain. Non, là... C'est le copain du maire, etc., etc. Il y a eu des villes où il y a eu des villes où il y a 20 ans, avant qu'on y mette un peu d'ordre, etc., où la moitié des HLM n'étaient peuplées que de copains de la municipalité, un HLM, de l'élu, ça ne se revend etc. pas par définition. Non, pas la question. Je veux dire, s'il n'y a pas une notion de prix de marché, ce qui se passe, c'est que le bien n'est pas mis à disposition de tous, il est mis à disposition d'une petite compagnie de copains. Moi, j'y vois un problème complètement différent, c'est que le système d'attribution des HLM est un système totalement opaque, c'est-à-dire que là, on aurait typiquement besoin d'open data, on aurait typiquement besoin d'un site web, mais je crois que d'ailleurs, il y a des gens qui y travaillent, d'un site web dans lequel on verrait au fur et à mesure les appartements qui se libèrent et les critères d'attribution. Là, c'est juste un problème plus politique et de gouvernance opaque. Et je reviens à ma troisième dimension, la gouvernance. C'est-à-dire que là, on est dans une gouvernance opaque sur les attributions. Donc, effectivement, il y a du copinage et il y a des HLM, il y a eu suffisamment de scandales qui sont attribués à des personnes qui n'en ont absolument pas besoin et qui auraient
tout à fait les moyens de se payer des logements sur le marché. Mais ça, c'est une autre problématique, c'est l'opacité de la gouvernance. Là, ce dont je vous parle, c'est le fait que, au contraire, dans un organisme foncier solidaire, les logements ne peuvent être attribués qu'à des personnes dont les revenus ne leur permettraient pas d'être sur le marché. C'est le critère pour pouvoir rentrer dans un organisme foncier solidaire. Sinon, on vous dit allez sur le marché. Mais comme ça devrait l'être sur les HLM aussi, on est bien d'accord. Hein. Mais sur les HLM, on sait bien qu'il y a du copinage, comme vous dites. Mais enfin, pour moi, c'est un problème de gouvernance. C'est pas un problème de structure juridique, si vous voulez. Comme on a commencé un peu en retard de notre faute, est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière remarque? Non, tout le monde souhaite terminer pile à l'heure. Je vous en remercie. Merci à vous. Voilà.